Alors, faites mieux, c'est ce que vous avez lancé là, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle française en 2022. Jean-Luc Mélenchon, vous étiez arrivé à seulement 1,2 de Marine Le Pen pour accéder au deuxième tour de la présidentielle. Vous avez repris la formule pour votre ouvrage paru l'an dernier, Faites mieux vers la révolution citoyenne, où vous nous invitez à résister au règne de la finance, à ne pas abdiquer devant un mode de production destructeur. En fait, c'est un appel à la mobilisation, on pourrait le dire, et à l'audace politique pour répondre à nos enjeux de société. Vous êtes donc ici pour faire la promotion de cet ouvrage, mais aussi donner quelques conférences et bien sûr faire des rencontres politiques, notamment avec Québec solidaire. Vous dites aussi, cela dit, et on commence par ça, que c'est les États-Unis qui motivent votre séjour. Pourquoi? Ben, il se trouve que merci d'abord de votre invitation, j'y suis très sensible, je suis comme tous les Français, heu, plein d'une affection irraisonnée pour le Québec, c'est-à-dire que nous ne savons pas pourquoi nous aimons le Québec, mais tout le monde est comme ça, on aime le Québec, point. Je suppose que c'est le tempérament anti-américain, je veux dire gringo, les États-Unis d'Amérique, des Français, qui fait que on est toujours émerveillé de savoir qu'il y a des francophones ici qui sont là et qui représentent beaucoup de choses à nos yeux. Bon, une fois que j'ai posé ça, nous, la partie à dire on va aller aux États-Unis puisque mon livre est traduit en anglais. Alors, vous savez, pour quelqu'un qui écrit, moi j'écris 22 livres, donc en avoir un livre qui est traduit en anglais, vous accédez tout d'un coup à toute une partie de la population qui reste dans l'ignorance sans ça. Et donc, c'était très flatteur. Et donc, je vais aller aux États-Unis. Enfin, et aux États-Unis, on va commencer par passer par le Québec, parce que j'y suis venu, comme vous savez, en 2016. Et puis, disons que c'est pour prendre ma respiration, quoi, avant de plonger dans les États-Unis d'Amérique. Évidemment, je viens parler de mon livre. J'ai demain à l'université, après-demain, il y a un meeting avec Québec solidaire. Mais je veux vous dire d'abord une chose. On a discuté de savoir si on passait par Québec ou pas, ou si on allait directement à New York. Bon. Et on s'est dit, il n'y a pas d'hésitation. C'est une chose tellement incroyable que les gringos osent vous menacer de vous annexer. Alors au début, moi j'ai fait comme vous tous, hein, parce que je vous connais. J'ai commencé par dire, oui, il est un peu excité, c'est pas grave, ça va lui passer. Mais c'est que le gars, il y revient une fois, deux fois, trois fois, il est grossier, hein, comme dit la chanson de Félix Leclerc, le gros voisin, armé, grossier, tout ça. Bon, vous connaissez l'Alouette en colère? Étranger, ben oui. L'Alouette en Oui, oui, colère? oui, oui. Bon, c'est bien, parce que tout à l'heure, là-bas, dans le studio, non, ils ne connaissaient pas. Alors, ça m'a scandalisé que comment on peut être québécois et pas connaître l'Alouette en colère. Et alors, donc, clairement, ils vous menacent. Et moi, ce que je veux vous dire, quand je suis parti, on a fait un communiqué pour dire c'est une forme de soutien effectif et affectif au Canada, à son indépendance et à nos cousins, les Québécois. Voilà ce que je viens faire ici d'abord. Vous dire, ne croyez pas une seule seconde que les Français soient aussi nuls que leur président, que les Anglais soient aussi nuls que leur Premier ministre, et que les Européens soient aussi nuls que la présidente de la Commission, dont pas un n'a trouvé le temps d'aller dire un mot à M. Trump, dont ils ont tellement peur pour le dire, écoutez, on ne supporte pas que vous parliez comme ça aux Canadiens et aux Québécois, pour qui vous vous prenez. Nous sommes en train de résister à l'invasion de l'Ukraine par les Russes, c'est pas pour supporter l'invasion du Canada par les États-Unis d'Amérique. Hmm. Donc, prenez-le comme vous voulez, c'est d'abord un message de solidarité et d'affection avec vous. Voilà, fût-ce avec des bâtons ou des pierres, on viendra vous aider. Jean-Luc Mélenchon, les États-Unis sont, et on le sait tous, là, au centre de l'ordre mondial, tel qu'il a été défini depuis Oui. la Deuxième Grande Guerre. Là. C'est un ordre mondial duquel vous êtes vous-même très critique. Là. Je ne veux pas nécessairement Oui, oui. vous lier à Donald Trump, mais il y a quand même une chose intéressante à souligner, c'est que vous-même, vous vous attaquez à cet ordre mondial de la même façon que lui veut le revoir ou le redéfinir. Oui, Là. bah écoutez, si je bois un petit peu d'eau, c'est parce que j'ai soif. Et si l'autre a soif aussi, c'est son affaire, peut-être d'autres choses. Il est clair que ma critique de l'ordre mondial n'est pas celle de M. Trump. Bien sûr. C'est même exactement le contraire. M. Trump a commencé par un manifeste politique. Ces mesures politiques ont un sens idéologique et philosophique. D'abord, cet homme n'est pas fou. Arrêtez les analyses psychologiques. Il a une cohérence. Il se bat pour maintenir la domination des États-Unis d'Amérique sur le monde à un moment où elle est menacée par la crise de la circulation du dollar, par l'émergence de la Chine comme premier producteur mondial. Il se bat pour ça. C'est-à-dire pour un ordre que, pour ma part, j'ai combattu toute ma vie et que je continue à combattre. Quelles sont les mesures? Regardez comme c'est absolument extraordinaire. La dernière fois que j'étais là, c'était 2016. On sortait de la COP 21, c'est-à-dire
de la conférence sur le climat qui avait eu lieu, où toute la planète entière avait dit « nous sommes en danger de mort hein, si nous ne faisons rien ». Que faisons-nous depuis? Rien, ou plutôt pire. Donc on peut dire faites mieux, c'est aussi le souhait qu'enfin on s'occupe de ce qui met en cause la civilisation humaine elle-même. Première chose que fait M. Trump, décider qu'il sort des accords de Paris. C'est incroyable, non, tout de même, je trouve. Et ça, c'est le premier aspect. Donc, c'est un négationnisme écologique. Pour cet homme, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il y a, c'est est-ce que le dollar va bien circuler? Deuxième manifeste philosophique, c'est les mesures qui sont prises contre les femmes, pour le renversement de l'autorisation administrative de changement de genre, c'est-à-dire une affirmation d'une violence totale contre le concept d'universalisme humain. C'est-à-dire nous sommes tous des êtres humains semblables par nos besoins et dès lors nous sommes égaux en droit. Hein, c'est la formule de base sur laquelle nous fonctionnons tous dans l'esprit démocratique et républicain. Voilà. Alors, c'est vraiment un adversaire considérable. Et l'ordre du monde qu'il veut maintenir est un ordre malsain, mortifère, suicidaire. Cet homme décide que, oui, allez, on peut recommencer à extraire du pétrole partout où on en trouve. Alors que tout le monde dit, mais c'est une folie de faire ça. Or, pourtant, sur notre planète, il y a plus de projets aujourd'hui de gaz, de pétrole qu'il n'y en a jamais eu. Nous sommes dans un moment suicidaire. Voilà, en gros, moi, ce que je peux faire, c'est de dire alerte, ne vous laissez pas endormir. Et vous autres, la jeune génération, c'est votre tour maintenant de vous en mêler. Je comprends, mais si on fait le bilan des forces politiques en Occident, il n'y a pas que lui. Là, on constate que la gauche, elle a connu des jours meilleurs. On peut parler de ce qui se passe tout près de chez vous, Oui. Giorgia Meloni en Italie, etc. Le retour de l'extrême droite en Allemagne, et même la santé du Rassemblement national chez vous, qui est en ascension en France. Donc, comment la gauche peut espérer des jours meilleurs dans ce contexte-là? D'abord, vous avez raison de le souligner. Puisque je faisais la comparaison du hasard de ma présence ici, à peu près à la même date qu'en 2016. En 2016, c'était l'inverse. Nous étions, nous, les gens de gauche, pleins d'espoir. Les vagues de libération en Amérique latine s'étendaient et on les voyait prêtes à passer l'Atlantique, ce qu'elles ont fait pour passer ensuite dans le Maghreb et dans les pays européens. Nous avions Tsipras en Grèce. On avait vraiment le sentiment que le monde avait pris conscience de la nécessité de tourner une page qui avait été terrible. C'est le contraire qui s'est passé. Et nos adversaires ont été bien plus efficaces que nos leaders de gauche, parce que nos adversaires ont réussi à diviser nos peuples avec du racisme, avec de l'islamophobie, avec toutes sortes de choses de cette nature qui sont très dures à combattre parce qu'elles touchent à l'irrationnel. Tandis que les batailles d'autrefois étaient des batailles rationnelles sur le partage des richesses, sur les services publics, des choses maîtrisables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc oui, vous avez raison, nous sommes très mal. Et nous, les Français, nous sommes une exception européenne avec le score que j'ai réalisé, que vous avez rappelé tout à l'heure, à l'élection présidentielle. Ça n'existe nulle part ailleurs. Nous avons été complètement enfoncés et démolis. Mais à nous de nous interroger, pourquoi? Que vaut le logiciel qu'il a emporté après la chute du mur de Berlin? Vous parlez de bataille, vous vous êtes aussi auto-divisé du côté de la gauche. Bon, évidemment, face à la percée du RN, il y a eu aux élections européennes, les partis de gauche en France ont quand même réussi l'impossible, c'est-à-dire se mettre d'accord sur un programme très rapidement. Mais depuis, qu'est-ce qu'on voit? Il y a le Parti socialiste qui a refusé de vous suivre dans une motion de censure contre le gouvernement à Bayrou. Et on vous reproche, Jean-Luc Mélenchon, d'adopter une posture intransigeante, alors qu'il y en a qui plaident pour une gauche de compromis. Pourquoi vous choisissez, pourquoi vous êtes inflexible, autrement dit? D'abord, il faut bien juste vous me posiez une question et je vous répondais. De quoi la gauche européenne est-elle morte, s'il vous plaît? D'excès d'intransigeance ou d'une pente naturelle à s'accommoder de tout et n'importe quoi? Et il faut aller au fond de la pensée politique. La politique ne va pas être simplement des formules de communication qui est le plus sympathique, qui est le plus... Non. Nous avons tous vu la chute du mur de Berlin. Nous avons tous compris pourquoi le système du communisme d'État s'est effondré. Parce qu'il n'était pas viable en l'absence de démocratie capable d'arbitrer les intérêts contradictoires de la société. Mais quand la social-démocratie européenne s'est effondrée, ça a fait moins de bruit. Ça a fait un bruit électoral. Ils ont perdu la moitié, voire les 2 tiers de leur voix. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qu'on appelle mon intransigeance est en réalité ma fidélité à l'idée que la gauche est d'abord une pensée vouée au respect de la souveraineté populaire. Monsieur, je vis dans un pays où le président de la République convoque des élections anticipées
et dit: «Le résultat ne me concerne pas». Voilà, alors, nous avons gagné, je vous le rappelle, monsieur, les élections, nous les avons gagnées. Lui décide non, il prend un autre du parti le plus petit, un parti, de droite. Donc vous voyez que ce qu'on appelle notre intransigeance, c'est le respect des principes. Et puis après, que voulez-vous? C'est la démocratie, c'est le peuple qui tranche. Vous venez de dire à l'instant, que font les socialistes français? Nous les sortons du néant où ils étaient à 1,67, nous en faisons élire une trentaine, et à peine est-on arrivé, ou une cinquantaine cette fois-ci, à peine est-on arrivé à l'Assemblée, refuse de voter les motions de censure, mais nous avons été élus pour ça. Nous sommes en France dans une situation de coup de force du Hmm. président de la République. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sont couchés comme d'habitude. Donc les Français trancheront, que voulez-vous que je vous dise? Maintenant, si aux États-Unis vous avez Trump, ben, c'est parce que vous avez eu Kamala Harris. Tant que vous vous contenterez de ce genre de gauche, qui n'en est pas une, qui est à la remorque de toutes les puissances, eh ben vous aurez les mêmes désastres. Et partout en Europe, partout où vous avez des sociaux-démocrates, derrière, c'est des fascistes. Mais si vous me permettez Je vous en de prie. continuer sur cette idée-là, est-ce que vous seriez prêt, si vous pensiez, étiez convaincu que la gauche pourrait être plus unie, qu'elle pourrait davantage gagner sans votre présence à la tête de la France insoumise, seriez-vous prêt, par exemple, à ne pas être candidat aux prochaines élections présidentielles? Ben, c'est-à-dire que je veux bien aussi me pendre si vous me demandez de le faire pour vous faire plaisir. Mais quel serait le sens d'une telle mesure, monsieur? C'est ça que vous n'arriverez pas à expliquer. Nous avons des «je suis en tête». C'est pas Pierre, Paul ou Jacques. Les socialistes, c'est 1,67 à l'élection présidentielle. Il faut quand même revenir dans la réalité. Je sais que ça choque, que ça... Mais c'est pas la première fois. Le coup d'avant, c'était 6. Bien. La gauche unie, pourquoi faire? Vous croyez que les gens supportent les menteurs? Vous ne pensez pas qu'ils en ont assez de voir des gens arriver, leur dire, comme a fait Hollande, «Mon ennemi, c'est la finance», alors tout le monde acclame, bravo, etc. Il arrive au pouvoir, fait le contraire. Et vous croyez que les gens supportent ça? Donc il y a eu un dégoût pour la politique en France qui a été terrible. Nous sommes, nous, les premiers qui avons remonté la pente en faisant voter les quartiers populaires. Il n'y a pas de victoire possible pour la gauche en France sans les insoumis. Et pour qu'il y ait une victoire de la gauche, il faut que la gauche assume d'être la gauche, pas d'être autre chose. Parce que la démocratie, c'est l'exigence qu'on puisse choisir. Et aujourd'hui, c'est une exigence d'alternative. Voyez-vous, j'ai commencé ma campagne présidentielle sur la crise du cycle de l'eau. Impossible de parler de ça en France maintenant. La catastrophe est à peu près aussi avancée que par chez vous. Alors tout le monde dit: «Ah ben oui, il y a un problème». Ben, et alors, donc il faut en parler. Donc il faut trancher. Si vous voulez à la fois un système productiviste comme celui que vous soutenez sans arrêt par vos votes, eh bien vous avez un système productiviste et aucun problème ne sera réglé. Moi je crois à la démocratie. Celui qui ne croit pas à la qualité de la volonté du peuple, il faut qu'il fasse autre chose. Hein, il peut faire révolutionnaire professionnel ou réactionnaire professionnel, mais moi je crois à la démocratie. Il n'y a pas d'autre issue pour nous que le peuple décide. Et si les êtres humains sont finalement assez stupides pour trouver que tout ça est parfait, bah, nous mourrons tous, que voulez-vous que je vous dise? Donc, vous serez candidat pour... Non, pas du tout, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Et si j'avais à le dire, c'est pas ici que je le ferais, vous l'imaginez. Je le ferais dans mon pays. Mais non, notre décision, nous sommes devenus une très grande organisation, le mouvement insoumis. Il y a plus de 4000 structures de base, il y a 71 députés à l'Assemblée nationale. Enfin, nous déciderons librement de ce qui est le plus utile. Qu'est-ce qui va être le plus convaincant et le plus efficace dans le moment politique où nous serons? Et comme nous avons la chance d'être plutôt unis et amicaux entre nous, il n'y aura pas de problème entre nous. Nous ne serons pas ces lamentables équipes où les gens passent leur temps à se taper dessus et à se critiquer les uns les autres. Et nous tâcherons de faire pour le mieux, que voulez-vous, puisque c'est le titre du livre, hein, on tâche de faire mieux.